que l'une des conditions que poserait éventuellement Mohamed Ould Ghazouani à un nouveau cadre de coopération, ce serait le retrait, le départ d'Africa Corps. Peut-être que d'ailleurs ça se négocie en secret à Bamako aussi, ce retrait. Non, je En pense fait, pas. ce n'est pas à l'échelle de la Mauritanie, si vous voulez, pour faire très court. Parce que le Mali est un pays souverain. Sur chaque centimètre de son territoire, le Mali peut placer qui il veut. N'importe quelle force Mais il y a militaire. des incursions en Mauritanie, de Wagner et de l'armée malienne. Attendez. C'est deux choses différentes. La présence de partenaires sécuritaires d'un État sur le territoire et le fait que des événements amènent ces forces, pas seulement ces forces et les forces maliennes et leurs alliés à poursuivre des agresseurs qui viennent d'un territoire ou qui franchissent des frontières, alors que ces États qui sont censés sécuriser leurs frontières n'arrivent pas à les sécuriser. C'est à la Mauritanie de faire en sorte, en premier, que ces terroristes ne puissent pas franchir les frontières. C'est pas au Mali d'aller sécuriser la frontière mauritanienne. Non. Alors, je vais préciser ma question. Oui, Quelle forme prendrait éventuellement une coopération sécuritaire entre la Mauritanie et le Mali, peut-être d'autres acteurs, en sachant que le Mali collabore avec Africa Corps pour lutter contre le terrorisme? En fait, ce qu'il faut prendre, c'est que, en fait, il faut diviser l'entité. Le Mali et sa coopération, ses alliances avec la Russie ou autres, c'est une chose. Et de l'autre, c'est ce cadre ou ces coopérations militaires avec la Mauritanie, c'est des coopérations étatiques. Là, on a l'État du Mali qui cherche de trouver des moyens et des alliés pour combattre des fléaux chez lui. Et de l'autre côté, on a un problème de frontière, qu'un État avec qui on est des voisins et qui n'arrive pas à sécuriser sa frontière et qu'il fallait qu'on s'entende et que peut-être on ne sait pas, peut-être la Mauritanie est venue voir Assimi Goïta pour lui dire, écoutez, on vous autorise à poursuivre ces terroristes, mais il faut que ce soit dans un cadre juridique et avec une coopération, même peut-être mettre une force mixte Mauritanie-Mali afin d'éviter justement ces incursions intempestives et tout ça. Donc, tout est possible. Alors, vous évoquez une force mixte, mais ce serait avec ou sans Africa Corps? Mais est-ce que le Mali a demandé à Mauritanie de faire évacuer des partenaires et qui dit que non, je n'ai pas besoin de la présence de l'OTAN? Non, mais le Mali n'a jamais dit parce que la Mauritanie est un État souverain. Dans ce cas-là, le Mali dira, écoutez, la présence de ces Non, mais sur le terrain, Abdelkarim, docteur Yves Kwame, sur le terrain, la présence d'une éventuelle force mixte avec l'armée mauritanienne, des militaires mauritaniens, des militaires maliens, que fait-on d'Africa Corps dans tout cela? L'Africa Corps, c'est une entité extérieure. Mais attendez, moi, il faut séparer deux choses. Les deux pays peuvent travailler ensemble. Concrètement, il faut être concret. Vous allez avoir des militaires mauritaniens, des militaires maliens. Ils vont discuter, ils vont voir un plan de travail et ils vont se mettre à cette frontière et vont regarder de près en utilisant les satellites justement pour savoir qui crée la pagaille dans cette zone parce que c'est très important. Il faut savoir qui. Parce que pour le moment, on fait croire que c'est entre eux, mais moi je suis persuadé que ça vient d'ailleurs. Et cet ailleurs peut passer par des mercenaires qui peuvent se déguiser d'ailleurs en terroristes, voire djihadistes. Donc c'est très important qu'ils coopèrent et ils coopèrent ensemble sur le terrain. Et donc il faut de la confiance. C'est ce qui manque aujourd'hui. Je pense que le général mauritanien est venu d'abord pour ça. Mais moi, je voudrais quand même insister sur deux autres éléments très importants qui, je pense, ont fait partie de la discussion. Vous savez, le corridor Bamako-Nouakchott, la capitale, elle est très importante. Parce que c'est une route, si elle est complètement barrée par ces terroristes, elle va, bien sûr, elle affecte le Mali, mais elle va surtout affecter la Mauritanie aussi. Et derrière, il y a aussi les infrastructures portuaires de la Mauritanie. Donc, si jamais ils arrivent à débloquer dans leur discussion cette route et donc le port de Mauritanie devient intéressant comme un pays, c'est un pays de l'intérieur et donc beaucoup de choses vont pouvoir passer par la Mauritanie pour arriver. Donc, si vous mettez tout ceci en perspective, que Africa Corps soit là, donne des conseils ou pas, vous donne des armes ou pas, c'est un problème pour moi secondaire. Secondaire parce que c'est des accords entre le Mali et les partenaires qu'il veut bien choisir. Aujourd'hui, il y a une déstabilisation et c'est pas Africa Corps qui est en train de le résoudre, qu'on le veut ou non. Il faut qu'ils discutent. Et on ne peut pas discuter juste tout militaire.
Je vais vous Non, mais donner deux exemples. vous semblez éluder complètement la possibilité qu'il y ait une interaction entre les troupes, pourquoi pas mauritaniennes, ce serait même limité à la frontière avec le Mali, les troupes maliennes, et puis d'un autre côté les paramilitaires russes qui sont actifs également dans cette région. Écoutez, les paramilitaires russes n'ont Sur jamais le terrain, attaqué. concrètement. Attendez, les paramilitaires russes, quel que soit le nom que vous leur donnez, pour eux, jusqu'à nouvel ordre, c'est un accord d'État-État, n'ont jamais attaqué un pays voisin. Bon, ils n'ont jamais donné à loger non plus à des terroristes. Or, ce sont les deux premiers problèmes. Si chacun des États, l'Algérie, la Mauritanie, voire en dessous, le Togo, Bénin, etc., et même le Niger, jouent le jeu, aucun terroriste ne peut dormir tranquille la nuit. Or, certains pays jouent ce jeu-là. Et donc, à partir de ce moment, il faut savoir qui soutient ces gens-là. Qui les finance? Les Émirats, on a parlé d'eux. Il y a d'autres pays étrangers qui sont membres de l'OTAN. À quoi joue l'OTAN d'ailleurs dans cette zone? C'est très important de comprendre. Et même l'Algérie. À quoi joue exactement l'Algérie? Puisque on dit que la plupart de ces terroristes dorment là-bas et sont protégés, non pas cette fois par l'Algérie, mais par des militaires ou des généraux algériens. Ce qui est peut-être une grande différence. Alors là-dessus, juste Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, je voudrais qu'on apporte de la nuance parce que il y a toujours ce regard sur une ingérence étrangère et qui favoriserait justement le terroriste dans toute cette région du Sahel. Mais la responsabilité des transitions qui sont au pouvoir au Sahel aussi, elle questionne, tout comme leurs prédécesseurs aussi, l'action de leurs prédécesseurs questionnait à l'époque. Je parle des présidents qui ont été renversés dans toute cette région, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, surtout. Abdelkarim. Oui, en fait, la problématique, elle est ancienne. Ne date ni de Assimi Goïta ou les autres gouvernements. C'est une problématique régionale et qui concerne un peu tout le Sahel. Il faut le voir vraiment, et ça s'est commencé depuis longtemps, avec la déstabilisation de la Libye, la fragilisation de nos États. Il y a énormément de facteurs qui ont fait que nos États se sont retrouvés face à ces problématiques de sécurité. Chaque État à l'époque a apporté sa réponse malgré les faibles moyens qu'il y a. Maintenant, moi je pense que la solution, comme je vous ai dit depuis le début, ce n'est pas seulement de la responsabilité unique des transitions africaines, militaires ou civiles. C'était pas ça. Ils ne sont pas uniques responsables. L'échec, c'est vraiment sur le plan continental. Regardez, quand il y a des problématiques comme ça ailleurs sur d'autres continents, c'est la première des réponses, c'est des réponses institutionnelles, régionales et sous-régionales. L'Union africaine, quand même, quand au début il y a des forces de la CEDEAO qui ont intervenu au Mali, les forces africaines ont intervenu dans beaucoup de pays africains. Ils ont mis en œuvre justement l'architecture paix et sécurité de l'Afrique. Ce n'est pas des faiblesses existentielles ou de conception. On a les moyens, les outils qu'il y a. Ce qui manque fondamentalement, c'est les moyens. Ça, il faut le reconnaître. Les moyens manquent vraiment cruellement. Qui va aider nos États à avoir les moyens? Sinon, franchement, le dispositif existe déjà. La force africaine en attente, les brigades régionales africaines en attente, on a tout ce qu'il faut. On a le panel des chefs d'État africains, des sages qui peuvent faire la médiation dans n'importe quel conflit. On a un cadre juridique de coopération interétatique existe déjà. Donc, les outils ne manquent pas. Les volontés politiques ne manquent pas. Donc, pourquoi nos États, à chaque fois, se retournent vers des partenaires internationaux? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les outils. Souvent, ces partenaires internationaux, quand ils viennent avec les moyens qu'il faut. Pourquoi le Burkina, à un moment donné, qui n'avait ni le moyen même d'acheter? Parce que aujourd'hui, pour acheter des armes ou des outils, il faut avoir l'autorisation de certaines puissances. Le OK de certaines, pour même pouvoir importer des armes pour combattre les terroristes. Vous voyez, c'est des contraintes comme ça qui font que dans ce cas-là, avec quoi on achète? Si on a de l'argent, notre argent est contrôlé par les FMI, contrôlé, toute dépense, tout achat, toute importation est contrôlée. Il fallait justifier, il fallait ceci, il fallait cela. Maintenant, nos États utilisent nos propres ressources, de bit on bit, achat direct, c'est-à-dire nature contre nature. Vous donnez les armes, on vous donne en contrepartie de la matière première ou en contrepartie, vous exploitez, vous vous remboursez, vous nous donnez le reste. C'est des solutions pragmatiques que nos États ont trouvées. Et qui accepte cette solution? Au premier cas, la Chine accepte, la Russie accepte, l'Inde accepte, la Turquie accepte. On va vers les gens qui acceptent cela.
C'est de cela s'agit. Il ne s'agit vraiment pas d'animosité ou de rejet ou de quelqu'un d'autre. Il suffit de trouver des... La Mauritanie, vous le disiez, qu'il docteur Iveco Amezo, est membre de l'OTAN. On rappelle que la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO, en tout cas depuis un certain nombre d'années, n'est plus membre de la CEDEAO depuis un certain nombre d'années et est un partenaire, on va dire, un peu stratégique de l'OTAN. Elle ne fait pas partie de l'Alliance Atlantique, mais est un partenaire stratégique. Quelles seraient les implications pour le Mali dans le cas d'une coopération sécuritaire avec la Mauritanie? Vous l'avez évoqué un petit peu, mais je voudrais qu'on précise dans le cas donc d'une coopération militaire avec la Mauritanie qui participe à des exercices avec l'OTAN. Qui crée la pagaille dans cette zone? C'est très important de comprendre. Or, cette analyse n'a pas encore vraiment eu lieu. Les gens ont passé leur temps à dire, s'investiguer, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, mais qu'on comprenne bien. Et puis, il y a des changements d'alliance qui se font à la dernière minute, autant au sein des terroristes, mais que parmi l'ensemble de ces pays. Qui c'est qui peut régler ça? Mais c'est la discussion. Un autre élément de l'extérieur maintenant. Prenez la Chine, prenez la Russie, prenez l'OTAN, tel que vous le dites. Mais ils ont une cartographie de tous ces espaces. Et c'est un espace pour eux. Parce qu'ils viennent chercher leurs intérêts. Or, l'Africain n'a pas cette carte-là globale. C'est ce dont parlait mon collègue tout à l'heure. Il faut une vision africaine fédérale du problème. On peut le réduire au niveau sous-régional. Vous avez parlé de la Mauritanie qui a quitté la CEDEAO. Vous avez tout à fait raison. Je rajoute, il a quitté la CEDEAO. Il a quitté aussi le franc CFA. Mais j'ai regardé au niveau des pays arabes. Il s'est bien fait attention de ne pas rentrer à fond dans le système du monde arabe, encore moins dans le Maghreb. Il reste toujours à égale distance. Dans cette politique de neutralité positive, il faut la prendre en compte. Or, les Africains ont tendance, les dirigeants africains ont tendance à positionner les gens dans un camp ou dans l'autre. Or, c'est une politique très subtile en diplomatie, que peut-être aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Je dis pas que c'est la panacée. N'oubliez pas en plus que le président mauritanien était pendant longtemps, je crois 1 an ou 2 ans, je crois, il était le patron de l'Union africaine. Donc, il a une conception d'une Afrique unie. La priorité des autres ne sera pas la priorité des Africains. L'OTAN n'est pas là pour l'Afrique, ni la Russie, ni la Chine, ni la Turquie. Tout le monde défend ses intérêts. Que voulez-vous? C'est comme ça. Nos États doivent apprendre à gérer leurs intérêts, défendre leurs intérêts avec qui que ce soit. On ne peut pas dire que non. Comme la Mauritanie est avec l'OTAN, moi j'ai avec la Russie, donc je ne parle pas le mauritanien. Non, c'est pas ça. Chacun peut être ami avec qui il veut, mais on reste des frères, on reste des voisins. Parce que mais du point de vue russe, est-ce que ce rapprochement mauritano-malien avec en arrière-plan l'OTAN risque de poser un sérieux problème à la Russie qui déploie Africa Corps encore une fois sur le territoire malien, docteur Amezo? Moi, je pense sincèrement que les deux entités dont vous parlez, l'OTAN ou la Russie, ces gens à très haut niveau se parlent entre eux. N'oubliez jamais que quand les terroristes au niveau de Kidal avaient plus de moment encerclé les Russes, Africa Corps, ils les ont laissés partir. Donc il y a des négociations qui se font à très haut niveau qui nous échappent nous. La réalité est que ils vont regarder ce qui se passe. Or sur le terrain, il y a des populations et il y a des gouvernements qui sont pas contents. Donc eux, ils doivent résoudre leurs problèmes concrètement, notamment les problèmes de drogue, parce qu'après tout, les drogues, elles vont en Europe. Faut pas se faire non plus des idées et le financement de toute cette histoire, et puis ceux qui en profitent, sont pas nécessairement que des Africains. Donc tout ceci doit venir dans les discussions. Et je pense qu'on ne veut pas le dire tout haut. Je rappelle que l'Union européenne finance des projets de sécurité au niveau de la Mauritanie. Ça ne gêne en rien le fait que la Russie aussi fasse de l'autre côté la même chose. Maintenant, il faut seulement se parler. Et c'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas ça comme un conflit, parce que c'est un début, une vraie diplomatie qui prend son envol. Ils ne communiquent pas. Les relations sont très crispées entre l'OTAN et la Russie. Vous savez, la diplomatie ne vient que quand c'est crispé. Non, la diplomatie ne vient que quand c'est crispé. Donc n'ayez pas de souci là-dessus. Écoutez, Donald Trump et l'Iran, c'est pas des amis. Donc pourtant, ils discutent. Donc le fond de l'histoire, c'est maintenant, est-ce qu'ils vont prendre conscience que ce n'est pas nécessairement que les deux protagonistes qui ont des problèmes. Il y a des problèmes qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'ils trouvent. Est-ce que c'est les données qui font ça? Qu'est-ce qui fait que ça bouge de ce côté? Et pourquoi on empêche le port de Nouakchott de fonctionner pour le Mali et l'AES? Parce que, attention, si ça se met à fonctionner, là-dessus, on va conclure. Alors, moi, je suis d'accord avec le professeur où l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Et que, comme il l'a dit, on a vu en pleine tension Poutine se déplacer en Alaska pour rencontrer Donald Trump et parler les choses correctement. Ah, mais ce n'est pas des discussions avec l'OTAN, on en est loin quand même. Ce sont des discussions avec Donald Trump. Non, on a vu Poutine et Zelensky se retrouver en Turquie. On a vu l'opposante taïwanaise aller même en Chine pour rencontrer le président chinois.
Donc, si tous les autres sont capables de pouvoir dialoguer, même si en termes de tension, moi, je pense que dès lors qu'on n'a pas coupé la parole, dès lors qu'on continue à discuter, c'est normal. Maintenant, on ne peut pas dire à l'autre, je ne peux pas être ami avec toi si tu es ami avec l'autre. Cela revient à ne pas accepter même la souveraineté de l'autre. Ça remettra en cause. Personne, le Mali n'a jamais reproché à la Mauritanie de choisir ses amis. Donc, il ne faut pas reprocher non plus. Maintenant, peut-être que la discussion portera sur le fait que si jamais il y a des poursuites de terroristes sur le territoire mauritanien et que uniquement les soldats maliens puissent franchir les frontières et non les autres alliés. Peut-être qu'il y aura des ajustements, des négociations, de discuter pour trouver une solution, mais la coopération entre nos États ne peut pas être stoppée parce que pour des réalités et des partenariats à l'international. Nous devons vraiment faire en sorte que cela puisse être le principe et la règle sur toute l'Afrique. Alors, vous avez évoqué tous les deux le corridor Bamako-Nouakchott. C'est vrai qu'il y a une interdépendance économique très forte entre ces deux États, notamment au niveau de la frontière. Il y a des infrastructures portuaires dont le Mali a besoin, mais Nouakchott aussi a besoin de l'approvisionnement en provenance du Mali. Au fond, la pression, elle est autant du côté malien que du côté mauritanien. La suite. Regardez, les camions qui ont été brûlés, le camion de commerçants sur la frontière Mali-Mauritanie appartient à qui? Des commerçants mauritaniens, à des commerçants maliens, à des commerçants peut-être marocains, à des commerçants de l'Afrique, partout. Et le corridor, le port de Nouadhibou et de Nouakchott alimente l'économie malienne et vice-versa. Aujourd'hui, ce corridor s'ajoutera sûrement au corridor du Bénin, parce qu'aujourd'hui, le Bénin aussi est en train de réouvrir ses ports au pays de l'AES et au Mali. Le Sénégal qui est en train de aussi mettre à disposition du Mali son port. Donc, ça fait partie que ces artères de l'économie sous-régionale puissent être fonctionnelles et que toute autre considération ne puisse pas être un frein à cette intégration régionale, à cette Alors, à votre avis, la l'économie. suite de cette visite du patron de la défense mauritanien au Mali, quelles seront les suites, docteur Amezo? Il y a une première suite qu'il faut régler. On l'a pas dit ici directement. Que fait Yad Ghali? Parce qu'il est au centre de tout ce qu'on vient de discuter. Mauritanie, Mali, mais aussi Algérie, Mali, et de manière générale le JNIM. Et sa tête est mise à prix au Mali. Ouais. Oui, mais il est peut-être mis à prix. C'est un émir dans le coin. Il est incontesté le chef d'Ansar Andine et il est protégé. Par qui? À ma connaissance, c'est plutôt l'Algérie. Il se trouve que les opposants maliens se trouvent aussi en Algérie. Il faut négocier, discuter cela. Ce sont des problèmes qu'on doit discuter. Et donc, ce que vous pensez que le président mauritanien a proposé éventuellement une médiation pour favoriser le dialogue intermalien et pour aller l'opposition de neutralité positive le conduit vers cela. Maintenant, il y a la méfiance puisqu'il est dans le groupe de l'OTAN, de l'Atlantis, etc. Mais le fond de l'histoire, c'est que ce que je vous ai dit, le groupe Ghali, s'il continue, il va déranger le circuit logistique. Aujourd'hui, c'est surtout le Mali, mais demain, ça va être la Mauritanie. Donc, la politique, c'est prévoir. Donc, ils sont en train d'anticiper tout cela. Et je pense qu'ils ne pourront pas ne pas discuter de qu'est-ce qu'on fait de Yad Ghali. Parce que s'il n'est pas protégé, il n'y a pas de terrorisme. Donc, il est protégé. Et il est financé. Et ça vient depuis les pays arabes, les Émirats et d'autres. Donc, il faut se poser la question. Quelle que soit la façon dont l'argent arrive, drogue, raquettes, ou bien des gens qui financent, ou envoient des armes ou du matériel, il y a quelqu'un qui soutient ça. Donc, il joue contre la stabilité de la sous-région. Donc, on revient au départ. Qui c'est qui veut la déstabilisation? Qui aujourd'hui touchait un pays, on croyait que c'est sans problème tout seul, ou peut-être l'AES, et maintenant ça commence à aller plus loin. D'ailleurs, les pays côtiers au sud, ils ont commencé à se poser des questions aussi, même le Bénin. C'est pour ça qu'il y a une discussion, parce qu'après tout, ça dérange toute l'économie. Il a dit tout à l'heure, si le Bénin veut ouvrir son port, c'est aussi parce que il y a des recettes, de la rentrée d'argent qui va se faire de manière importante. Donc peut-être que l'on se dirige vers une coopération sécuritaire, Abdelkarim, avec à la clé une médiation. Reste à savoir dans quel cadre et avec qui. Alors, on est en train de se diriger vers la solution idéale. La solution idéale, c'est justement déjà l'apaisement des tensions par le fait que
la Mauritanie fasse le premier pas à déplacer quand même une personnalité assez puissante, représentative pour venir parler au Mali, c'est une très bonne chose. La position de neutralité peut-être permettra d'ouvrir des canaux de communication d'apaisement avec l'Algérie, puisque la Mauritanie, l'Algérie et le Mali ont le même problème, et donc ils sont obligés de communiquer. Peut-être c'est une façon de pouvoir apaiser. Maintenant, la solution aussi du Bénin, du Sénégal, non seulement l'ouverture des ports, je pense qu'ils vont aussi s'impliquer stratégiquement sur le contrôle des frontières. Le professeur Amezo a posé un problème fondamental. Aujourd'hui, partout dans le monde, l'aspect financement du terrorisme est intégré pleinement dans la lutte contre le terrorisme pour identifier qui sont ceux qui financent, d'où vient l'argent, d'où partent les terroristes, où ils sont ces terroristes. En fait, c'est une chaîne d'informations qu'il fallait avoir. Les États européens ont cette capacité d'aujourd'hui d'identifier chaque transaction, chaque mouvement des fonds, mais ils n'arrivent pas à identifier ces fonds qui financent les terroristes. C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. S'il y a coopération, maintenant les pays européens ou autres doivent aider nos États à tracer qui finance ces terroristes, où achètent des armes ces terroristes, qui livrent ces armes, parce qu'il faut livrer ces armes sur ce territoire, quels sont les corridors utilisés par les contrebandiers pour ravitailler ces terroristes. Donc, il y a tellement de facteurs qu'il faut qu'aujourd'hui, sans coopération bilatérale, il est impossible pour le Mali de pouvoir identifier toutes ces problématiques et régler. Je suis pragmatique. Et la prochaine étape, il faut discuter, inviter le général Chengria, je crois qu'il s'appelle, le ministre algérien de la Défense. C'est très précis, parce qu'il connaît bien la zone du sud Algérie, donc nord Mali, et il y a beaucoup d'argent, 150 millions, j'ai entendu, de recettes totales qui circulent dans la zone, rançon, taxation locale, commerce de bétail, on en pense des meilleurs, mais il y a aussi des drones explosifs, il y a de l'explosif, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut qu'il soit partie prenante, donc ce n'est plus bilatéral, trilatéral. On l'avait dit depuis le début, on le confirme. Et qui c'est qui ravitaille? Parce qu'après tout, dans le désert, vous savez, si vous n'avez pas d'eau, vous mourrez. Mais qui c'est qui fait les puits? Qui fait des forages? Qui fait que vous trouvez de l'eau quand vous êtes terrorisé et que vous fuyez pour aller de nouveau où? Vers l'Algérie. Il doit participer dans la discussion. Il y a un problème de déstabilisation qui peut gêner l'Algérie. Et il y a un grand programme algérien qui va passer vers le Niger. L'Algérie est intéressée par ça. Il y a des experts maliens, burkinabés, mauritaniens qui peuvent faire partie de cela et discuter. Je donne un exemple, c'est le Bénin. Le Bénin, le nouveau président est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des experts. Ils sont en train de discuter pendant 15 jours pour trouver une solution entre le Niger et le Bénin. Pourquoi ils ne feraient pas la même chose? Mais, s'il vous plaît, que l'Algérie y participe. C'est très important. Sinon, ce problème sécuritaire ne pourra pas le régler. Ils sont tous partie prenante. Un tel fait ceci avec l'OTAN, un fait ceci avec la Russie. Écoutez, c'est leur droit le plus absolu. La réalité, c'est que ça ne bouge pas grand-chose sur le terrain. Et les populations souffrent. Et nous essayons, nous, de voir si on peut défendre ces populations. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Abdelkerim, merci Docteur Amezo. Je passe le relais à la communauté, aux spectateurs. À votre avis, que contenait le message délivré par la Mauritanie à Assimi Goïta?